J'étais vraiment au plus bas et pourtant je me suis jamais senti autant vivant. Je suis arrivé à Paris, j'avais pas envie de rentrer quoi. Dans l'avion, j'étais en panique de rentrer. Et puis je me suis souvenu d'une promesse que je m'étais faite dans les montagnes Kirghiz, justement, celle de... Tu t'es fait cette promesse comme ça Ouais. Je m'appelle Ulysse Lubin et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. J'ai ressenti le besoin d'écrire un livre maintenant, après 4 ans. 4 ans de voyage, de rencontres, d'aventures, ça m'a marqué et j'avais besoin de comprendre qui j'étais devenu déjà, pour faire un premier bilan. Au début, mon objectif, comme je te disais, c'était de gagner 2000 balles par mois pour pouvoir continuer à jouer à ce jeu. Ne plus avoir cette épée de Damoclès qui est tous les jours, je voyage, je vis des aventures, etc. C'est génial, mais mon compte en banque fond. Et donc, il y a une date de péremption, si tu veux, à ce projet. J'ai testé plein de modèles économiques différents. J'ai testé newsletters payants, j'ai testé du coaching en dev perso. Je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais coach. J'ai développé ce produit qui s'appelle l'atelier d'introspection. Il y a eu énormément d'itérations dessus. J'en suis très fier aujourd'hui. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de faire une petite séance de CrossFit avec Ulysse Lubin. Il est explorateur, vous l'avez peut-être vu sur LinkedIn, il enchaîne pas mal de phases d'exploration où il teste des nouvelles choses, où on se focalise sur une nouvelle action pendant quelques jours. En 2016, j'ai lancé ma boîte. Je pensais qu'il y avait que les startups dans la vie, tu vois. Je pensais que j'allais tout cartonner, changer le monde, etc. Le résultat, c'est que j'ai pas changé le monde, je suis pas devenu riche. Et au bout de 3 ans, après avoir levé des fonds, après avoir engagé une équipe, j'ai dit... Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec Ulysse Lubin. Salut. Si vous le connaissez pas, il est explorateur, il vient de sortir un livre sur 100 challenges qu'il réalise à travers le monde. Je suis vraiment heureux de l'avoir aujourd'hui parce que je suis un peu son parcours depuis quelques temps. Il est très similaire au mien sur la partie exploration et j'aime beaucoup. Merci beaucoup Ulysse pour ton temps. Merci pour ton invitation. Du coup, est-ce que tu as bien récupéré ce matin du CrossFit ? Écoute, ouais, j'ai pas eu le temps de faire la sieste, c'est terrible. Ok. Mais c'est violent, hein, le CrossFit, t'as vu? Bah ouais, merci d'ailleurs pour ton invitation. C'était super sympa de faire ça juste avant le podcast pour avoir les idées un peu plus claires. Mais ouais, j'ai assez mal aux jambes là. J'ai traîné Adrien là, à 7h45 à la boxe pour 1 heure de souffrance et de torture. Ulysse, il aime bien justement réaliser des périodes un peu focus, assez exclusives. Et du coup, là, il est en période focus CrossFit et interview. Et bah du coup, c'est exactement le thème de la journée aujourd'hui. Yep. Du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, moi j'ai commencé à parcourir ton livre et j'ai vu que tu as eu un peu un déclic au Tadjikistan, si je me trompe pas. Kyrgyzstan, il y a facile à dire. Il y a quelques temps, ouais. Et est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais un peu en 2 étapes, en gros, présenter un peu le Ulysse avant ce passage au Kyrgyzstan et le Ulysse d'après. C'est pour changer un peu d'habitude. Ouais, carrément, c'est intéressant. Alors le Ulysse avant le Kyrgyzstan, c'est un Ulysse qui vient de cracher sa start-up après son diplôme d'ingénieur. Donc, ça va être très bizarre de parler de moi à la 3e personne. Donc, je vais repartir à la première. Ouais. Donc, j'avais planté ma boîte. Et ça, en gros, j'ai été diplômé ingénieur et suite à ça, j'ai lancé une start-up. J'étais un peu dans la désillusion de la richesse. Je pensais que j'allais tout cartonner, changer le monde, etc. Le résultat, c'est que j'ai pas changé le monde. Je suis pas devenu riche. J'ai beaucoup travaillé sur un produit dont plus ou moins tout le monde se foutait. Et au bout de 3 ans, après avoir levé des fonds, après avoir engagé une équipe, j'ai dû liquider la boîte. Et donc, j'étais vraiment perdu dans mon existence. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voyager, à me poser des questions. J'ai fait un premier voyage solo en Amérique latine, par exemple, pendant 2 mois en sac à dos. Okay. Et quand je suis revenu, j'étais un peu dos au mur financièrement. À cette époque-là, pour la petite anecdote, j'ai écrit un article sur le buzz, sur l'échec de ma startup qui a buzzé et qui m'a ouvert pas mal de portes. Et j'ai eu genre 40 propositions d'embauche à ce moment-là et ça tombait mal parce que j'avais plus une thune sur mon compte en banque. Et du coup, j'ai signé, je suis monté à Paris, j'ai pris un CDI, je suis rentré dans le salariat, donc tu vois, un peu en décalage par rapport à mes potes qui avaient fait 3 ans déjà de vie en tant qu'ingénieur. Donc moi, je travaillais encore dans une start-up, mais cette fois-ci, j'étais plus aux manettes, quoi. Et je suis monté sur Paris et d'un coup, mes parents étaient fiers. Tu vois, j'avais un bon salaire. Le livre s'ouvre comme ça. C'était de l'extérieur, j'avais réussi, tu vois. J'avais une 30aine de paires de chaussures. J'étais dans une coloc avec une grande coloc, un grand appart là à Paris avec plein de gens occupés, tu vois. Et tous les matins, je me levais pour aller prendre le métro, pour foncer à mon job. À 9h pétantes, ça démarrait. Il y avait une réunion. Si t'étais pas là, tu te prenais une remarque. Et c'était parti jusqu'à 19h non-stop, quoi. Et après, je sortais de là, j'allais me faire quelques verres en terrasse avec des gens qui étaient pas spécialement mes potes, qui étaient pas des gens désagréables. c'est juste pas, tu vois, aujourd'hui, j'ai encore quelques relations avec eux, mais ouais. Puis je rentrais après à moitié bourré chez moi pour me faire un petit plat réchauffé souvent. Et tu vois, je dormais mal, je me réveillais le matin à moitié bourré, pas bien, tu vois.
de la veille, et puis je repartais dans le métro, et puis j'étais un peu un zombie, quoi. Et ça a duré quelques mois. J'étais un peu dans ce train-train de la vie parisienne qui peut convenir à certains, mais qui, moi, m'a pas du tout convenu. J'étais vraiment en crise de sang, je sentais qu'il y avait un mal-être qui grandissait en moi, et progressivement, j'ai commencé à me poser des questions, et surtout j'ai eu des moments où j'étais seul dans ma douche, où j'avais presque envie de pleurer, quoi, à me dire, mais putain, j'ai fait tout ce qui va bien. Ça y est, j'ai un bon job, je suis à la capitale, tout va bien, j'ai des amis et tout, mais pourquoi quand je me lève le matin, j'ai qu'une envie, c'est d'être le week-end, quoi. Et donc ça, c'était la vie, c'était le Ulysse avant le Kirghizistan. Et après, pour mes premiers congés salariés. C'est en quelle année d'ailleurs le Kirghizistan? Je l'ai pas dit du coup dans ma question. En 2019. 2019, ok. J'étais diplômé en 2016. En 2019, j'ai pris ce job à Paris, après le crash de ma boîte. Et en 2019, du coup, premier congé salarié. Je suis parti là-bas parce qu'une amie, c'était son rêve, elle est venue me voir en mode écoute Ulysse, personne ne vient au Kirghizistan avec moi, je sais que t'aimes bien l'aventure, t'es chaud. Je dis bah écoute, vas-y, let's go, on y va. Et donc on a fait un voyage où on a un peu épicé le truc. Je lui dis, ça te dit, on propose à deux personnes chacun on propose à une personne que l'autre ne connaît pas. Donc moi j'invite un ami à moi qui s'appelait Hamza, et elle, un ami à elle qui s'appelait Pierre-Olivier, et on s'est retrouvés tous les quatre à Bishkek, qui est la capitale du Kirghizistan. De manière totalement improvisée, on n'avait rien prévu, on n'avait pas d'itinéraire, rien. Et s'en est suivi un voyage d'une dizaine de jours incroyable, quoi, qui m'a vraiment changé, moi. Où on partait dans les montagnes, faire des treks improvisés, à l'arrache complet, et puis on se faisait sauver entre guillemets sur la route par des Kirghizes qui nous filaient à manger, qui nous filaient une tente, qui nous invitaient chez eux. On a rencontré d'autres francophones sur la route. À la fin, on était un groupe de 8 personnes, tu vois, à partir faire des randonnées à cheval, à traverser une partie du Kirghizistan à cheval pendant 3 jours, tous ensemble, à dormir le soir chez des nomades, à manger avec eux, à rire avec eux, à boire avec eux. Moi, j'ai eu une intoxication alimentaire au fin fond du Kirghizistan. Ouais. Je dormais dans une yourte, il y avait rien autour. Je devais être à une journée à cheval du village le plus proche, pas d'hôpital, rien. Et j'étais dans un état vraiment la bonne intoxication, quoi. Tu vois, quand t'as les sueurs froides, que tu vomis de partout, que Sous perfusion ou... t'es vraiment pas bien et tout. Sauf que j'avais rien, moi j'étais solo là-dedans, tu vois. Les toilettes, c'était un trou à 50 mètres de la yourte, et il pleuvait, et je faisais des allers-retours toute la nuit. Et j'étais vraiment au plus bas, et pourtant je me suis jamais senti autant vivant, quoi. Et donc tu parlais de déclic. Quand je suis revenu, je me suis souvenu d'une promesse. Tu vois, je suis arrivé à Paris, et j'avais pas envie de rentrer, quoi. Dans l'avion, j'étais en panique de rentrer dans ma vie parisienne, quoi. Et puis je me suis souvenu d'une promesse que je m'étais faite dans les montagnes kirghizes, justement, celle de plus jamais me résigner face à mon destin, tu vois, et de me mettre à le défier. Tu t'es fait cette promesse comme ça Ouais. C'est-à-dire, enfin... J'étais dans un moment un peu d'extase, tu sais, Ouais. sur mon cheval, là, en train de dans les montagnes, et je me suis dit Illumination. mais putain, je vis comme un résigné, tu vois. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va pas, et pourtant je l'accepte, et tous les matins je mets le réveil, et tous les matins je continue, et tous les soirs je me couche en n'étant pas spécialement ni heureux ni malheureux, tu vois, juste avec moi j'appelle ça ma petite boule noire, enfin j'appelais ça ma petite boule noire, qui est pas une dépression, qui est pas un burn-out, mais qui est tu vois, un mal-être, tu vois, qui te suit partout et qui est l'incarnation de tes idées sombres. Sensation de manque ou de pas être aligné? Une sensation de manque de sens. De manque de sens, ouais. Et du coup de désalignement, en effet. Ouais. Et donc cette petite boule noire je me suis rendu compte après que beaucoup de gens s'entraînaient une derrière eux, mais que très peu de gens en parlent, tu vois. Et donc moi je la voyais, tu vois, c'était une incarnation physique, quoi. Moi je voyais que ça. Les gens ne la voyaient pas, mais moi je la voyais tout le temps, partout. Elle me suivait partout. Petite boule noire. J'imaginais plein de choses pour essayer de la faire dégager. Elle revenait tout le temps à la charge. Et au Kirghizistan, je l'ai perdue. Elle était pas avec moi, tu vois. À un moment donné, je l'ai conscienti. J'ai dit, oh putain, la petite boule noire, elle est pas là, tu vois. Et quand je suis revenu à Paris, bam, elle est revenue. Mais à ce moment-là, et du coup c'est une réponse très longue à ta question, mais à ce moment-là, j'ai changé ma perception de cette petite boule noire. Je me suis dit, ok, elle me saoule. Ok, tu vois, c'est des idées sombres, quoi, qui sont pas cool à avoir. Mais cette fois-ci, je vais la percevoir comme le rappel de cette promesse, tu vois. Chaque fois que je voyais cette petite boule noire, je disais, ah merde, putain, c'est un rappel pour me mettre en mouvement, pour faire quelque chose qui me plaît et pour oser faire quelque chose de nouveau, tu vois. Et du coup, les week-ends, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté d'aller dans des bars, des machins. Je me suis levé tôt, j'allais dans des cafés, et j'ai commencé à écrire, à me poser des questions, à entrer en introspection, à faire des exercices de connaissance de soi, à essayer de creuser, de me dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois.
Il y a eu plein d'exercices, il y a eu plein de cheminements, et puis à un moment donné, j'ai écrit une phrase dans mes notes qui disait « Je veux explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux et partager mes découvertes ». Et en fait, il y a un concept japonais qui s'appelle l'ikigai, qui est un peu à la mode en ce moment, qui est un peu la raison de se lever le matin. Alors c'est difficile à traduire, et il y a une interprétation occidentale qui va le placer entre tu vois, on va dire au croisement de ce que tu aimes faire, de ce dont le monde a besoin, de ce pourquoi tu pourrais être payé, et de ce pourquoi tu pourrais non, je sais plus, ce que tu aimes faire, ce que t'es fait pour faire, enfin. Je sais plus, il y a 4 trucs, bref, mais ouais, en gros, c'est quelque chose qui résonne, qui te pousse à. Je sais pas si c'est qu'une interprétation occidentale. Je pense que les Japonais, c'est juste, ils se lèvent le matin, ils disent putain, je suis fait pour ça, tu vois. C'est mon ikigai. Et du coup, moi, je me suis dit tiens, là, je viens d'écrire une phrase qui me parle beaucoup et qui résume en 2 verbes, peut-être le mien, d'ikigai, ce qui serait d'explorer et de partager. Et de fil en aiguille, cette phrase s'est transformée en engagement, puis en projet, et puis j'ai fini par annoncer ma démission, quitter mon job. Et je suis parti relever 100 challenges à travers le monde. J'ai lâché mon appart, j'ai lâché mon travail, j'ai lâché mes biens. J'ai donné toutes mes affaires, il me restait plus que 75 objets dans un sac à dos. T'as toujours que 75 objets ou t'en as plus maintenant? Je compte pas, ça fait longtemps que j'ai pas compté, mais je suis à moins de 100, c'est sûr. Ouais, ok. Ouais, depuis 4 ans. Je vis avec pas grand chose. J'ai une chemise que j'ai mis aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Bah, top. Et mais du coup, ce goût de l'aventure, tu l'avais déjà même avant quand t'avais cette boule noire, du coup, parce que si ton ami elle t'a proposé ça, t'étais la seule personne à qui elle a proposé ça, c'est que t'avais déjà inconsciemment ce goût. Tu faisais déjà des choses que t'aimais en lien avec l'aventure, mais peut-être pas assez. J'avais le goût du voyage, tu vois. Quelle est la différence entre l'aventure et le voyage? Le voyage est une aventure, sûrement. Mais c'est quoi ta définition de l'aventure d'ailleurs? En général, je la pose à la fin de ce podcast. C'est un peu le nom de ce podcast, mais c'est une bonne question. Je pense que le voyage est un exemple d'aventure, mais il y en a plein d'autres. Tu vois, faire un enfant, c'est une aventure. Changer de travail, c'est une aventure. Déménager, c'est une aventure. Je pense que c'est lié un peu à l'exploration. C'est expérimenter l'inconnu. Tu vois, c'est aller vers de nouveaux horizons, là où t'es pas à l'aise, là où ça paraît inconfortable, bizarre, mais où ça t'appelle, tu vois. Et parfois, tu peux embarquer dans une aventure sans le savoir, aussi. Tu vois, quand tu regardes le Hobbit, le gars embarque dans une aventure dont il n'avait pas idée au début. Donc, pareil pour moi, hein. J'ai quitté mon job pour partir relever 100 challenges à travers le monde. J'imaginais pas que j'allais finir en Antarctique, tu vois. À la base, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre des trucs, je vais m'amuser, je vais faire des petites vidéos YouTube, et puis après, c'est parti en cacahuète. Et tu savais déjà que t'allais faire 100 challenges ou au moment ça s'est structuré après pour donner une... Non, ouais, dès le début. Dès le début, tu t'es dit 100 challenges, quoi, pour que ça soit un peu timé, quoi. Ouais, c'était pour me donner un cadre, quoi. C'était presque... après, c'est presque marketing, les 100 challenges, on s'en fout du nombre. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Début, c'est ce que c'est marketing ou c'était plus... Ouais. En fait, pour moi, c'était une manière de me raccrocher à une quête. Ça me donnait une direction, en fait. Je savais que, bon, ok, je fais un challenge, puis après j'en fais un autre, puis j'ai plus qu'à faire ça jusqu'à ce que je trouve des réponses à mon mal-être, quoi. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, tu vois, j'en suis toujours pas à 100, je dois être à peu près à mi-chemin. J'ai fait une 40aine. Et là, j'ai ressenti les besoins d'écrire un livre maintenant, après 4 ans. Parce que 4 ans de voyage, de rencontres, d'aventures, ça m'a marqué. Et j'avais besoin de comprendre qui j'étais devenu déjà pour faire un premier bilan, tu vois. Mais entre mémoriser 1000 décimales de pi en 3 jours, c'était mon premier challenge, et à la fin faire un camp de boxe thaï pendant 1 mois, et puis aller faire un combat pro en Thaïlande ou me balader en Antarctique, ça a plus le même poids, tu vois, les challenges. Donc pour moi, c'est le nom, enfin la numérotation importe plus. Elle importait au début, typiquement sur YouTube. Au début, je l'ai noté challenge numéro 1, numéro 2, etc. Oui. Ouais. Maintenant, je le fais plus trop. Pour moi, c'est juste des aventures ponctuelles, quoi. Je sais que tu as déjà fait, si je me trompe pas, beaucoup de podcasts, et je crois que tu vas aussi en faire beaucoup là avec la sortie de ce livre, mais j'aimerais justement essayer de pas forcément parler trop de ton parcours un peu avant et plus de ce qui va arriver, mais c'est vrai que dans mon podcast, j'invite beaucoup d'entrepreneurs, parce que des entrepreneurs, c'est aussi des aventuriers, enfin, à mon sens, ou des aventuriers, ça peut être une forme d'entrepreneuriat, mais j'aime aussi inviter des entrepreneurs qui sont plus, par exemple, comme Mike Horn ou d'autres. Et toi, t'es un peu à la frontière entre les deux, donc tu illustres assez bien la mission de ce podcast, vraiment, comme je l'imagine, en tout cas.
Mais du coup, j'aimerais quand même juste, si tu peux très rapidement, ce fameux post qui a fait le buzz sur LinkedIn, juste dire 1 ou 2 échecs vraiment que t'as fait sur ta première startup, en très rapide parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de manière un peu plus classique startup, on va dire, sans trop t'étaler forcément. C'est ça qui est marrant, c'est que l'entrepreneuriat c'est très vaste. J'ouvre une petite parenthèse, c'est un sujet hyper intéressant. Quand en 2016 j'ai lancé ma boîte, je pensais qu'il y avait que les startups dans la vie, tu vois. Parce que j'étais sous perfusion de The Family et compagnie, et que ils parlaient que de business model scalable, etc. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était ça, tu vois. Alors que tu peux être boulanger, t'es entrepreneur, quoi. Et aujourd'hui, il y a toute une nouvelle dynamique avec les solopreneurs et tous ceux qui, tu vois, montent des business en solo, ou alors ils vont s'entourer d'une petite équipe avec des freelances, etc. Donc l'entrepreneuriat, c'est très très vaste. Et moi, quand je me suis lancé, je pensais qu'il y avait que ça qui existait dans la vie. Donc j'étais sous perfusion de start-up et je parlais des start-up à tout le monde. Et je pensais que si tu lançais pas une start-up, t'avais raté ta vie et c'était ça qu'il fallait faire et que c'était la vérité et voilà. Et du coup, j'ai fait toutes les erreurs que tu peux faire dans une première startup, dans une première boîte, tu vois, de pas tester ton marché, de pas parler à tes clients, de passer des mois et des mois à travailler sur un produit, sur un site web, à changer 15 fois le code ou même le langage parce que ça te tu te rends compte qu'il y a des limitations et tu dis non, en fait on voulait faire ça et du coup tu recommences tout, etc. Au lieu de juste chercher à vendre et de créer un business model et de trouver des clients donc on a fait toutes les conneries possibles et imaginables parce je pense qu'on aimait bien le statut que nous conférait ce délire de start-up plus que vraiment aller au charbon, tu vois. Mais on était persuadés de faire les choses bien. Et c'est après coup où tu te rends compte que tu te dis tiens, peut-être qu'il y a un mur qui nous arrive dessus et en fait au moment où tu réalises ça, tu te l'es déjà pris le mur, tu vois. T'es déjà loin derrière, quoi. On avait des dettes, des machins, c'était ouais, au moment où on commence à se regarder avec mon associé, à se dire mais attends là, on n'est pas en train de se planter. En fait, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on est déjà en mode survie depuis un moment, tu vois, et qu'on se ment à nous-mêmes depuis très longtemps parce que c'est comme ton bébé, tu vois. T'es pas rationnel, c'était trop émotionnel dessus et super dur de lâcher. Et pareil pour ton ego, tu vois. Quand t'as mis 2 ans dans un projet, avouer que t'as fait de la merde et que c'est terminé et que tu dois licencier tout le monde, c'est super dur. Ouais. Moi, j'ai mis très longtemps à accepter ça. J'ai eu honte vraiment de cet échec pendant longtemps. Pourtant, t'es encore très jeune quand même. T'as pas mis tant de temps que ça finalement. Mais j'ai lancé ma boîte à 22 ans, donc j'étais immature déjà. Je suis peut-être toujours, mais c'est très jeune pour avoir autant de responsabilités. Ouais. Et surtout, je savais pas ce que je faisais, tu vois. Par contre, j'ai appris plein de choses à me débrouiller vraiment dans cette première boîte. Et est-ce que d'ailleurs il y a des choses que t'as apprises dans cette première boîte qui te servent maintenant dans ce que tu fais qui a rien à voir? Ah mais carrément. Déjà le côté opérationnel, savoir faire plein de trucs, du montage vidéo, tu vois. Si demain j'ai besoin de faire un truc graphique, je vais aller sur Canva, sur Photoshop, j'ai besoin de personne, je peux avancer vraiment très vite solo. Et vraiment après je vais m'entourer de gens qui ont des compétences beaucoup plus spécifiques et je suis pas bloqué sur des petits sujets nuls parce que j'ai appris à vraiment avancer. Et la deuxième chose, c'est que quand je me suis lancé typiquement dans les 100 challenges à travers le monde, au jour 1, j'ai réfléchi à comment j'allais gagner de l'argent avec ça. Ah oui. Alors non pas que l'argent était mon principal moteur, parce que vraiment moi j'ai fait ça j'avais besoin de vivre, tu vois, j'avais besoin de faire d'autres choses, mais j'étais très conscient de l'argent qui était sur mon compte en banque qui allait fondre vite. J'en ai pas beaucoup, tu vois, j'avais travaillé 1 an à peu près. Donc j'ai mis un peu de côté, mais pas tant que ça. Tu sais, sauf si c'est confidentiel, mais comme pour des gens qui voudraient partir des jeunes à 20 ans, partir à l'aventure un peu comme toi, t'avais combien à ce moment-là sur ton compte? Je crois que j'avais 10 ou 15 000 euros. Ok. Quelque chose comme ça. J'avais pas énorme, tu vois. Mais je me suis dit, si je me serre la ceinture en voyageant en mode vraiment route, je peux survivre 2 ans. Ce qui me laisse 2 ans pour trouver un modèle économique. Sachant que, en chemin, je m'étais dit que peut-être au bout d'1 an, j'allais commencer à faire un peu d'argent, etc. Donc ça allait étendre un petit peu cette période. Et dans mon scénario, c'était j'ai 2 ans pour réussir peut-être à me faire 2000 balles par mois pour pouvoir continuer à jouer à ce jeu, tu vois. Ok. Ce qui est à la fois pas beaucoup, ce qui est à la fois beaucoup, parce que tu dis quand tu passes ta journée à faire des aventures et à être dans la jungle ou dans le Sahara ou autre, t'es pas en train de faire du business, tu vois. Ouais. Donc pareil, quand tu passes beaucoup de temps à créer des vidéos YouTube ou à créer du contenu, mais sans forcément avoir d'écosystème derrière ou de produits ou de choses à vendre, c'est pas si simple au début de monétiser. Et tu vois, j'en connais plein des créateurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés mais qui gagnent pas d'argent avec ça.
Donc c'est à la fois pas beaucoup, c'est à la fois beaucoup. D'ailleurs, dans ton livre, parce que tu parles de l'argent, et dans ton livre, il y a une citation que j'adore, que j'avais vue il y a pas mal de temps de Pierre Rabhi et les boîtes. Ouais. Tu peux peut-être la redire si tu te rappelles, mais enfin. Ouais, c'est en résumé. on passe notre vie incarcérée. Ça, c'était dans je sais plus, c'est dans un TED Talk ou Je crois que dans une un conférence. sur YouTube, je mettrai l'extrait. Mais en gros, on passe notre vie incarcérée en boîte de tout petit jusqu'à la fin dans un cercueil. Et lui, Pierre Rabhi, justement, il prône aussi vivre simplement et avec très peu d'argent. Est-ce que toi, c'est quoi ta vision de l'argent, vu que t'en as parlé là, et enfin, est-ce que comment tu te positionnes par rapport à ça? T'as envie de gagner beaucoup d'argent, pas forcément un minimum? Ouais. Alors, elle a beaucoup évolué. Donc, ce que dit Pierre Rabhi, c'est que il se questionnait sur est-ce qu'il y a une vie avant la mort, et non pas après. Enfin, voilà. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et il se rend compte que quand on est, après, on va très vite de la maternelle au lycée, on est au bahut. On est dans des classes, qu'ensuite on va travailler dans des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes. Pour y aller, on prend sa caisse. Pour s'amuser, on va en boîte de nuit. Et on finit comme ça jusqu'à l'ultime boîte qui finit sous terre. Et voilà, et on se rend compte qu'on passe sa vie incarcéré. Donc ça, je l'illustre parce que y allait avoir le confinement, justement. Et que moi, je pensais me libérer de ça, de cette injonction, en quittant tout et en partant à travers le monde. Et juste au moment où j'ai décidé ça, je me suis pris le confinement. Et donc ça m'a fait me questionner sur la liberté et sur la santé et sur la liberté, tu vois. Bref, ça c'était la petite parenthèse sur Pierre Rabhi. Et sur l'argent, au début, mon objectif, comme je te disais, c'était de gagner 2000 balles par mois pour pouvoir continuer à jouer à ce jeu. Et ne plus avoir cette épée de Damoclès qui est tous les jours, je voyage, je vis des aventures, etc. C'est génial, mais mon compte en banque fond. Et donc, il y a une date de péremption, si tu veux, à ce projet, quoi. Et moi, mon objectif, c'était de me dire, je veux faire ça de ma vie, je suis aligné, vas-y, let's go. Voilà. Et donc, ça m'a mis à peu près 2 ans, je pense, à faire ces 2000 balles par mois au début. 2 ans? Ouais, donc première année, j'ai gagné un petit peu en crédibilité. Ça n'a pas décollé sur les réseaux sociaux, mais en revanche, j'ai commencé à faire quelques challenges, quelques trucs où les gens me prennent un peu au sérieux parce qu'ils pensaient que j'étais un peu fou dans ce que je faisais. Tu vois, ils se disaient, ah oui, le gars, il a vraiment fait ça, donc il peut continuer. Tu vois, j'étais en plein pendant la pandémie. Moi, j'étais chez les Maasai en Tanzanie ou en train de faire un safari ou en train de au Costa Rica avec un bri-bri dans la jungle en mode survie, où je vais me faire piquer par une formule de fusil. Je vais faire de la plongée en Turquie, etc. Enfin, c'était plein de trucs comme ça. Et donc, j'étais vraiment déter, quoi. La deuxième année, j'ai commencé à comprendre un peu comment je pouvais gagner des sous grâce à ma visibilité, qui a commencé à se développer. Mais c'était pas mirobolant, hein. J'avais pas des centaines de milliers d'abonnés encore, hein. J'étais un petit créateur, tu vois, mais je me disais, vas-y, je vais aller parler à des marques, je vais essayer de faire une conférence sur des sujets que j'ai compris, tu vois. Ma première thématique, c'était apprendre à apprendre. Donc, je me plongeais dans tous les mécanismes liés au fonctionnement du cerveau pour pouvoir relever des challenges de plus en plus rapidement avec des méthodes et des trucs qu'on n'a pas appris à l'école, tu vois. Et donc, j'ai construit une petite conférence et je la donnais dans des écoles, typiquement, spécialisées dans la pédagogie. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier ticket de 300 balles, quoi. Ah oui. Et après, ça a monté, puis après, je me suis dit, tiens, je peux peut-être la vendre plus cher, puis après, etc. Puis après, j'ai construit un produit qui s'appelait l'atelier d'introspection. Donc, toi-même, pour les écoles, c'était, quel a été l'intérêt? T'as contacté plusieurs écoles et en gros, en tant que conférencier auprès d'étudiants de commerce, par exemple? Ouais, c'est ça, ouais, carrément. J'avais déjà donné des cours à l'EM Lyon avant aussi. Enfin, j'avais un peu des contacts et puis je me suis dit, ouais, comment je peux gagner des sous, quoi. J'ai même fait un peu de coaching. J'ai testé plein de modèles économiques différents. J'ai testé newsletters payants, j'ai testé du coaching en dev perso. Je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais coach. J'ai testé cette conférence-là. Alors au début, je la vendais 300 et après, à la fin, je finis par la vendre 3000, tu vois. Et après, j'ai commencé à avoir un peu de visibilité, donc j'ai développé plus les partenariats. J'ai commencé à avoir un peu de revenus d'ads sur YouTube. J'ai commencé à avoir un peu de notoriété sur LinkedIn. J'ai vendu quelques posts LinkedIn. Et en fait, l'un dans l'autre, j'arrivais à survivre et à prolonger cette période, quoi. Et puis, au fil des aiguilles, enfin, au fil du temps, j'ai développé ce produit qui s'appelle l'atelier d'introspection, qui est 30 exercices pour trouver sa voie. Il y a eu énormément d'itérations dessus. Parce que au début, c'était peut-être, tu vois, 40 jours pour apprendre à se connaître, la proposition. Donc, elle est beaucoup moins claire, quoi. Puis après, ça a évolué. Même pas, c'était 33 niveaux pour apprendre à se connaître, je crois, la toute première proposition de valeur. Et après, ça a évolué. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai modifié 10 fois la page de vente, j'ai réécrit 10 fois le contenu, etc. Et j'en suis très fier aujourd'hui de ce produit parce que ça permet à plein de gens de se poser des questions. Tu vois, c'est pas du tout en mode dev perso,
classiques en disant fais ça, fais ça, fais ça. C'est juste des questions et des exercices pour toi faire un bilan sur ta vie, clarifier ta vision et passer à l'action. Mais c'est quand même parce que tu dis que tu t'es rendu compte que t'étais un très mauvais coach. C'est pas du coaching, du coup, c'est une formation vidéo, mais enfin. C'est même pas de la vidéo, c'est vraiment des supports à faire en perso, tu vois. Ok. Dans ton coin, sur ton carnet, tu prends un journal et tu vas, quoi. Donc tu vois pas ça comme du coaching, quoi. Par rapport. Je pensais plus coaching, tu sais, en one-to-one, quand tu appelles quelqu'un, et moi je sais que je manque de patience avec les gens, donc à la fin, au lieu de poser des questions, je dis bon, tu fais ça, vas-y, bouge-toi le cul, quoi. Je pense que c'est pas ma zone de génie, tu vois. Alors que, ouais, l'introspection, c'est là où je me sentais plus à l'aise. Mais du coup, j'ai mis ça par écrit, quoi. C'est ça qui me plaisait vraiment. Et donc après, ça a fini par se développer, puis j'ai fini par avoir un peu plus de revenus que prévu. J'ai fini par dépasser ces 2000 € par mois. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais une spécificité sur LinkedIn, que j'avais créé un peu un format dans lequel je racontais mes aventures à une période où c'était pas trop à la mode de balancer des photos de toi en voyage et de parler de choses qui ont rien à voir avec les boulots classiques, quoi, ou la RH ou autre chose. Et puis j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode explorateur pour apprendre à documenter son quotidien et cartonner sur LinkedIn. Et puis ça a commencé à bien se vendre. Et puis après, j'ai commencé à structurer, à prendre un freelance, qui m'a aidé sur mes pubs, à faire des tunnels de vente, à faire des choses. Et maintenant, j'ai un business qui tourne fort. Je gagne entre 10 et 20 000 € par mois maintenant. Ce qui est beaucoup plus que ce que j'aurais jamais imaginé quand je me suis lancé. Et qui est venu à moi presque de manière naturelle, parce qu'à un moment donné, j'étais hyper aligné entre qui j'étais et ce que je vendais, et ce que je pouvais proposer, et la valeur que je pouvais apporter aux gens. Et le business, je n'ai pas essayé de le forcer comme dans ma première startup où je voulais absolument faire un produit pour vendre et gagner de l'argent, etc., et avoir du statut. Il y a très peu de gens qui savent comment je gagne ma vie aujourd'hui. C'est un mix de plusieurs choses, comme de tes ateliers, comme tu viens de dire, et de conférences, partages. Généralement, je connais plus les contenus que je partage, les valeurs, les histoires, etc. Il y a une petite minorité qui tombent dans qui vont découvrir plus en profondeur, puis qui vont se rendre compte que j'ai des choses à vendre, et puis qui vont acheter. Mais ça, j'aurais jamais pu imaginer. Donc moi, et pendant longtemps, je pense aussi, pendant peut-être les 2-3 premières années de l'aventure, j'étais un peu fâché avec l'argent, je pense. Ah oui. Je m'étais dit, je savais qu'il fallait absolument que j'ai un modèle économique pour pouvoir continuer cette aventure, et que c'était un sujet important, même si c'était pas mon sujet principal. En revanche, dès qu'il fallait s'y mettre, je repartais voyager, faire un truc au lieu de me mettre un peu sur mon ordi, de me poser un moment et de travailler, quoi. Moi, c'est ça que j'ai trouvé frustrant, et d'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre quand j'étais aux Philippines, il y avait des blogueurs voyage qui avaient pareil 100 000 followers ou quelque chose comme ça. Mais ils passaient leur temps, en fait, sur leur ordi ou à faire des plans en drone, vidéo, etc. Et du coup, j'avais un peu l'impression qu'ils vivent pas vraiment le moment présent, dans l'aventure ou dans les voyages, quoi. Ils sont un peu, je sais pas ce que tu en penses. Enfin, comment tu fais, justement, toi, pour allier l'équilibre, trouver l'équilibre par rapport à ça? Pendant longtemps, je l'ai pas trouvé. C'était hyper dur j'étais toujours dans ce questionnement de est-ce que je sors vivre un truc, ou est-ce que je reste sur mon ordi et je crée du contenu et j'essaie de développer mon business. Et voilà, tous les jours j'étais là-dedans et je savais pas quoi faire, et c'était compliqué, et j'avais plutôt tendance à vouloir partir à l'aventure. Donc j'ai souvent délaissé mon business, ou alors j'allais faire une vidéo YouTube, je la publie, puis je m'en tapais derrière, je sais même pas de la promouvoir ou quoi, tu vois. C'était juste pour prendre trace. Pendant longtemps, j'ai vraiment bâclé mes vidéos YouTube juste parce que je les voyais plus, c'était pour prendre trace de ce que j'avais fait, mais je les incluais pas vraiment dans une vraie stratégie, etc. Et en fait, j'ai trouvé mon équilibre en me créant en fonctionnant par phase de focus. C'est-à-dire, maintenant, sur une année, je vais avoir X mois où je vais partir à l'aventure, je vais faire que ça, je vais être 100% focus là-dessus. Et après, je vais revenir, je vais m'isoler par exemple dans un chalet pendant 1 mois et je vais faire que de l'écriture. Puis après, je vais faire que du business. Là, je suis à Paris pendant 3 mois, je suis dans la promo de mon livre, tu vois. Je fais que ça. Je suis là-dedans et j'écris, et mon seul et unique objectif, c'est de vendre des livres. Et après ces 3 mois-là, je vais entrer dans une phase plus de préparation sportive. Après, je vais participer à une compétition Irox, une sorte de dérivé du CrossFit en novembre, et je vais faire que ça. En novembre, je vais construire une tiny house. Et pendant 1 mois, je vais faire que ça. Je serai là avec mon marteau et mes clous, et j'aurai un filmmaker avec moi qui va documenter. Et puis, a posteriori, donc j'écrirai quelques posts en live, tu vois. Et en octobre, je vais vraiment plus documenter, prendre le temps de faire un vrai documentaire
sur YouTube. Etc. Donc en fait, j'ai trouvé mon équilibre en faisant beaucoup moins et en faisant beaucoup mieux. Ouais, mais c'est vrai. Bah d'ailleurs, je t'avais contacté, je crois, il y a 9 mois ou un an, et pour un podcast, et tu m'avais dit non, je suis focus zéro podcast. Ouais. Écriture. Ouais, voilà. T'as fait quoi du coup, depuis, livre écriture depuis jusqu'à maintenant. Il s'est passé Exactement, quoi ouais. Il y a, l'année dernière, l'année d'avant, j'ai enchaîné 2 gros fin d'année 2022, début 2023. J'ai enchaîné 2 gros projets qui ont été le camp de Muay Thai où j'ai fait mon premier documentaire. Et ensuite, je suis parti en Antarctique. Et ça, pareil, c'était toute une expédition, pas mal d'organisation, etc. Et quand je suis revenu, j'ai travaillé sur la méthode explorateur. J'ai fait un vrai focus business pendant peut-être 1 ou 2 mois. Et après ça, j'ai senti que le moment du livre était venu. Et je me suis mis en mode, je suis parti dans la forêt en France. Ah ouais. Ouais, j'ai loué première fois un chalet pendant 3 semaines, après un gîte pendant 3 semaines, et après j'ai continué, tu vois, à m'isoler, puis après je suis parti voyager pour pareil m'isoler un petit peu et être concentré. Et dans des lieux différents pour écrire, parce que je voulais tester dans différents endroits. Parfois j'étais bloqué dans un endroit, donc je me disais vas-y, je vais changer de lieu pour essayer de voir si ça fonctionne et tout. Et au total, j'ai passé 9 mois à faire que ça. Non-stop, quoi. J'ai recommencé 3 fois le livre, et à la fin j'écrivais peut-être 10 à 12 heures par jour sur la fin, quand j'étais dans les corrections, etc. Donc c'était très très intense. Et à ce moment-là, je faisais, tu vois, sur LinkedIn, je publiais plus. Avant, je publiais quasiment tous les jours. Là, j'avais pas publié depuis 2 mois. Et tu penses que ça, parce que souvent on entend dire qu'il faut être consistant, régulier, etc. dans tout ce qu'on fait, même pour YouTube, LinkedIn, etc. Le fait que toi tu fasses ça change rien que ça soit. Bah maintenant j'ai le luxe d'être un peu installé, quoi. Les gens m'oublient, ils m'oublient vite et ils m'oublient pas en même temps. C'est-à-dire, ils vont voir une vidéo, ils disent, ah c'est cool, et après ils y pensent plus. Mais quand tu reviens, ils disent ah oui c'est le mec qui avait fait le truc dans le Muay Thai, etc. Donc j'ai une certaine notoriété qui fait que je peux me permettre ça aujourd'hui, mais parce que j'ai fait le taf aussi en amont. C'est-à-dire LinkedIn, sur une année, j'ai publié je crois 6 fois par semaine pendant 1 an, quoi. Et l'année d'avant aussi, j'avais déjà envoyé plus de 500 posts avant de me dire tiens, je peux ralentir la cadence à un certain temps pour me concentrer sur des sujets autres. Pareil, le livre, il est arrivé à un moment donné où mon business commençait à tourner un petit peu déjà. Et donc j'étais financièrement plus à l'aise pour me dire ok, si je dois prendre 1 an là tout de suite, où il n'y a pas de cash qui rentre, c'est ok. J'ai bien fait parce que ça m'a pris, au début je pensais que j'allais d'être ça en 3 mois. Pas du tout. C'est dingue. Ça a mis 1 an, 9 mois d'écriture, plus là maintenant la promo, la correction, les maquettages, la préparation, les podcasts, tu vois, ça va faire, je pense, 1 an de travail au total. J'ai lu récemment le livre de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Je sais pas si t'as lu. Ouais, c'est un de mes préférés. Ouais, j'ai adoré aussi. Mais ça fait un peu penser parce que pareil, il va s'isoler pendant 6 mois en Sibérie dans une cabane et il fonctionne un peu par phase aussi. C'est là-bas où il a écrit son livre aussi, notamment une bonne partie. Ouais, c'est sous forme de journal de bord. Ouais. D'ailleurs, c'est une grosse inspiration de mon propre livre. Ah oui. Bah, si tu regardes, moi, j'ai pas des chapitres, j'ai jour 1, jour 90, jour machin, ça ressemble un peu à ce que fait Sylvain. Ouais, bah c'est marrant, c'est pour ça que j'avais pas fait forcément le lien, mais je t'en parle. Ouais, j'adore, je suis fan du gars, j'aime bien sa personnalité un peu paradoxale, et j'ai quelques références à lui vers la fin de mon livre aussi. Justement, paradoxal, le fait que tu dises le mot paradoxal, c'était ce que je voulais te poser. Je trouve pas, comment le fait d'être en quête de sens, comme tu dis, et d'être en introspection constante ou pas constante, justement, est-ce que on risque pas de se perdre à tout le temps trop se poser de questions? C'est un peu aussi le fait d'être tout le temps là, à penser développement personnel, etc., mais pas que, mais tout le temps en quête de sens, du coup. Si, bien sûr. Tout est une question d'équilibre, c'est vrai. Parfois tu poursuis ce que tu crois être des rêves, mais qui sont des illusions. Parfois t'es dedans, parfois... Moi, j'ai eu plein de vagues, des moments de très haut, des moments de très bas, des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de me perdre complètement? Pourquoi est-ce que j'ai tout quitté? Mais pas une fois, j'ai eu ce regret-là, en tout cas. Parfois, j'ai eu beaucoup de doutes, mais à chaque fois, ma conclusion, c'était, oui, mais en fait, non. Ouais. C'est trop bien. T'as fait le bon choix. Tu vois encore ta boule noire, des fois, qui te le rappelle ou? Non, le moment où j'ai tout quitté, le premier jour où j'ai enlevé mon réveil, je me suis pas levé pour aller bosser et j'ai commencé ce projet de 100 challenges à travers le monde. Ma boule noire a disparu, elle est jamais revenue. C'était il y a 4 ans. Pas une seule fois elle est revenue en 4 ans. Ah ouais. Même dans les phases de doute, même dans les phases où ça allait pas, j'avais pas le boule noire, c'était plus ouais, en fait
tous les 10 challenges, je faisais une crise. Tu vois, j'ai fait ma crise de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine. T'en es à combien de 40 la challenge à peu près? Ouais, une quarantaine. Enfin, même s'ils ont plus numéroté. Officiellement 47, mais j'en ai enlevé certains qui me plaisaient moins. Voilà, sur mon blog, j'ai une liste officielle, mais je la change régulièrement. On va dire une quarantaine. Ouais, parce que souvent je me disais mais quel est pourquoi je fais ça, c'est quoi, à quoi ça vient répondre, tu vois. Au début, ma quête c'était je voulais montrer que tout peut s'apprendre. Donc je faisais plein de challenges liés à l'apprentissage. Tu vois, apprendre à dessiner, à composer de la musique, à chanter, à jongler à 5 balles, le Rubik's Cube en moins d'1 minute, réciter 1000 décimales de pi en moins de en 3 jours, apprendre à toutes les mémoriser, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai un peu fait le tour de la question, j'aime bien, c'est cool, mais j'aimerais bien voir d'autres choses. Et la quête a évolué vers dépasser ses barrières mentales. Et là, j'ai commencé à faire d'autres choses, tu vois, aller dans la jungle. C'est là où je me suis fait piquer par une formule de fusil, justement, c'était pour marquer le changement de cette quête, l'évolution, et je voulais un peu un rituel de passage. Et après, ça a encore évolué. Explorer ma curiosité, apprendre à me connaître, etc. Devenir un maillon fort dans la chaîne des générations. Il y a toute une sorte d'évolution. Et en fait, la quête, pour moi, il n'y a pas de réponse unique, tu vois. C'est quelque chose qui évolue tous les jours. C'est pas, la réponse, c'est ça, la quête de sens. Pourquoi est-ce que t'es là, quel est le sens de la vie? Il n'y a pas à part le chocolat, il n'y a pas de réponse universelle. Et c'est pour ça que l'introspection, tu démarres un jour et tu t'arrêtes jamais. Et parfois, c'est très pesant. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'aller trouver du sens ailleurs. Dans des réponses qui sont préconçues, qui sont déjà toutes faites. C'est plus facile de se dire, bah tiens, je vais aller à l'église tous les dimanches, et puis je vais prier, puis je vais mener une vie. Parce qu'il y en a qui disent que le voyage, c'est une sorte de fuite. Mais justement, par exemple, aller à l'église tous les dimanches, pour certaines personnes, ça va être un moment aussi, pas une certaine fuite, mais ça pourrait être interprété comme ça. Un moment de se rassurer, quoi. Bah, c'est un choix, tu vois. C'est une interprétation du sens de la vie. Tu te dis, bon, bah voilà, la vie, il faut mener une vie vertueuse pour aller ensuite au paradis, etc. Qui est un paradigme, moi, qui me dérange pas, tu vois. Chacun a sa propre réponse. Moi, j'ai décidé de faire un autre choix, qui était de créer mon propre sens. Ce qui demande parfois plus d'efforts, plus de remise en question, mais comme un croyant peut remettre en question sa foi régulièrement, tu vois. J'imagine qu'il n'y a pas une bonne sœur qui a jamais douté de est-ce que Dieu existe. J'imagine, je sais pas. Mais c'est pas en opposition, tu vois. C'est chacun choisit un chemin et dans ce chemin-là, t'as des avantages et des inconvénients. Voilà. L'avantage d'aller à l'église tous les dimanches, c'est que tu sais ce que t'as à faire, tu vois. Tu vas à l'église tous les dimanches. L'avantage de créer ton propre sens l'avantage, c'est un peu l'absurde de Camus, tu vois. Quand tu fais face à l'absurde et que tu te dis bon, peut-être que le monde n'a pas de sens intrinsèque, qui est une croyance, de se dire bon, alors je crois que il n'y a pas de sens intrinsèque à la vie, que personne n'a dit vous êtes sur Terre parce que là, voilà. Et ben à ce moment-là, quand tu fais face à ça, t'as deux choix. Soit c'est ce que dit Camus, soit c'est le suicide, c'est-à-dire qu'il soit philosophique quand tu rentres dans un dogme ou autre, et tu vas te rattacher à quelque chose d'autre pour te rassurer, soit qui peut être physique directement. Ou alors, t'arrives à dépasser ça et à embrasser l'absurde et à te dire, ok, mais c'est peut-être une opportunité pour créer mon propre sens, et dans ce cas-là, il faut que je prenne la responsabilité de mon destin et de ma vie. Ce qui est tout aussi effrayant. Ouais, mais ça, c'est comme pour la liberté. Je sais pas, c'est quoi ta définition de la liberté, d'ailleurs, mais c'est une vaste question, mais ouais. C'est quoi ta définition de la liberté? Moi, c'est de pas être contraint par personne pour faire ce qu'on veut, quoi. D'être complètement indépendant dans notre choix de faire. Mais du coup, ça implique de devoir se responsabiliser soi-même. Et c'est ce que tu disais par le fait de faire des efforts, etc. Ouais, pendant longtemps aussi. Pendant longtemps, moi, je pensais que chaque contrainte était une entrave à ma liberté. Et là, je me réveille à 6h30, je vais faire du crossfit tous les matins pendant 1 heure. Et je m'impose d'être en France en novembre pour faire une compétition Aerox, plus d'avoir un coach, de lui dire ce que j'ai bouffé la veille, etc. T'imagines le nombre de contraintes? Ah oui, Et en fait, pour moi, maintenant, la liberté, c'est de choisir ses propres contraintes de manière intentionnelle. C'est-à-dire, je choisis cette contrainte parce que j'ai décidé d'aller dans cette direction. Et je suis libre de m'engager sur cette voie-là et de me contraindre à ça. Ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est intéressant. Mais donc, du coup, comment tu fais pour ensuite, parce que ça, il faut du coup être discipliné pour pas perdre cette motivation entre guillemets, et au bout d'une semaine avec tous les challenges, et on va peut-être creuser sur certains après que t'as fait, réussir à pas abandonner et à te dire non, il faut quand même aller dans cette direction, quoi.
Ouais, après, t'as plein de mécanismes pour pas abandonner. Là, on rentre peut-être plus dans le dev perso, qui sont des astuces, tu vois, Mm. pour te fixer un objectif et t'y tenir. Mais du coup, sinon sur LinkedIn, parce que t'as percé pas mal avec ça. Ouais. Comment t'as fait pour t'as posté des choses du coup qui étaient un peu différentes par rapport à ce qui se faisait à l'époque, mais pour trouver cette fameuse méthode, est-ce que je sais pas, tu t'as regardé un peu ce qui se faisait aux États-Unis, comment t'as pour créer ton propre style d'écriture, etc. Et si t'as quelques hacks aussi pour des personnes qui, est-ce que tu penses d'ailleurs que LinkedIn on peut toujours cartonner à l'heure actuelle parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y mettent? Oui, il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui disent le reach ABC ou autre, c'est juste qu'ils publient du mauvais contenu. Non, il y a de la place. Il y a plein de formats à inventer. Donc, moi, j'ai beaucoup publié, j'ai beaucoup testé, itéré, analysé. C'est-à-dire, j'ai peut-être publié 500 posts et à chaque fois, je me suis demandé pourquoi un fonctionnait, pourquoi un fonctionnait pas. J'ai essayé beaucoup de formats différents. À un moment donné, je me suis rendu compte que tiens, quand je parlais de choses plus personnelles, de mes aventures, que je mettais des photos des lieux où j'étais, des gens avec qui j'étais, que je racontais leurs histoires, ça marchait bien. Puis après, j'ai développé un petit peu mon style d'écriture, qui est assez original aussi. Très concis, très direct. Et de fil en aiguille, j'ai créé un peu ma patte là-dessus. Et quand j'ai cherché un peu à créer un protocole autour de ça, c'est là où j'ai vraiment essayé j'ai repassé un long moment à réanalyser tous mes posts qui avaient bien fonctionné et les séries qui avaient bien fonctionné. Typiquement, une de mes spécificités, c'est que je faisais des séries d'aventures. Chose que très peu de gens avaient fait jusqu'alors sur LinkedIn. C'est-à-dire, la première, c'est quand je suis parti dans le Sahara, j'ai publié, je sais plus, peut-être 10 posts qui avaient fait 1 million de vues au total, où je racontais chaque jour un aspect différent du voyage. Par exemple, le rapport au temps dans le désert, le rapport au confort. Je présentais Mohamed qui était mon guide. J'allais parler des nomades des morts. J'allais parler à un moment donné de certaines pratiques en Mauritanie, etc. Et après, je me suis dit, tiens, ça a quand même bien marché quand je parlais du Sahara et tout. Après, je suis parti traverser l'Europe en train. Pareil, j'ai fait plein de posts. Je traversais des villes, je faisais des posts sur les villes. Je prenais un train, je faisais un post où je racontais la spécificité du train. Et pareil, j'ai dû faire, je sais plus, peut-être 2 millions de vues sur une vingtaine de posts. Et après, je me suis dit, putain, à chaque fois, ça marche bien quand je fais une sorte de série comme ça qui se suivent. Et en fait, de série en série, j'ai commencé à professionnaliser, entre guillemets, le truc. C'est-à-dire que elles étaient de plus en plus propres et de plus en plus réfléchies à l'avance. Après, il y a eu celle du Muay Thai. Pareil, qui a fait peut-être plus de 2 millions de vues, mais avec une trentaine de posts où je publiais, je parlais de mes entraînements, je parlais de mon coach français, mon coach Thaï, de celle qui faisait la cuisine, de plein de trucs, tu vois. Et en fait, j'aimais trop raconter cette aventure à travers plein de prismes différents et créer un rendez-vous tous les jours. J'ai fait pareil en Antarctique, je publiais. Donc j'ai fait l'aventure en Antarctique, j'avais pas internet pendant 14 jours, tu vois. C'est ce que j'ai demandé, ouais. Non, j'étais vraiment isolé du monde. Donc tu prends des notes sur ton ordi ou sur un guide, bref. Je prenais des notes, ouais. J'ai pris des notes pendant tout le voyage et quand je suis rentré, je me suis dit OK, alors comment je structure tout ce qui s'est passé. J'avais plein de photos, j'avais plein de notes. Et donc là, j'ai fait une sorte de mapping de tous les endroits où je suis allé, de tous les lieux, de tous les sujets que je trouvais intéressants et j'ai écrit pareil 20-30 posts, je sais plus, qui pareil ont fait 2-3 millions de vues, quelque chose comme ça. Et j'avais créé un rendez-vous aux gens tous les jours à 16h, je vais vous raconter l'Antarctique. Et tous les jours, il y avait des gens qui venaient, et c'était trop bien, quoi. Il y a même des gens qui allaient sur mon profil, qui allaient lire les trucs comme une série. Ok. Mais ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de tests. Moi, je vois plein de gens qui se lancent sur LinkedIn, ils font 10 posts, ils voient que ça marche pas, et ils disent bon bah c'est pas fait pour moi. À un moment donné, comme tu parlais, il faut être régulier. Enfin, t'es obligé de mettre un peu de travail, mettre d'efforts si tu veux que ça fonctionne. Ce qui peut être dur, je pense, pour les réseaux sociaux, et en tout cas moi c'est aussi tu fournis tu passes tellement de temps pour rédiger ces posts, etc. Et le faire de manière gratuite avant que ça paye, ça peut prendre plusieurs mois. Tu fournis tellement de contenu gratuit. Tu vois, là t'as fait plein de contenu sur LinkedIn, mais t'aurais pu choisir dès le début essayer de faire un livre que tu vends. Bon, il y avait peut-être pas assez de contenu pour faire un livre, mais tout de suite, et plutôt que le faire gratuitement. Mais t'es obligé de passer par là pour créer. C'est un peu là. Ouais. Encore LinkedIn, c'est facile. T'écris, tu publies. YouTube, c'est chaque vidéo YouTube. Avant, c'est moi qui l'ai montée, etc. Avant, d'ailleurs, tu t'organises comment du coup en termes d'équipe et de management. Je crois que tu fais tout par WhatsApp. Tu t'organises. Enfin, t'as une équipe ou maintenant j'ai une petite équipe, ouais. Mais avant, je faisais tout seul. Ok. Donc je faisais une aventure et après j'allais me poser, et puis je faisais ma vidéo YouTube, puis j'ai créé ma newsletter, puis j'ai créé mes posts sur les réseaux sociaux, puis j'envoyais. J'étais beaucoup moins structuré. Puis je repartais à l'aventure, puis je refaisais ça.
Et maintenant, c'est un peu différent. Je fais des plus longues aventures. Je prends des notes pendant. Je raconte peut-être un post un peu avant, un peu après, etc. Puis après, je réfléchis vraiment ma série, comment je vais la structurer. Je filme. Parfois, j'ai un filmmaker avec moi. J'ai un monteur vidéo aussi. J'en ai un qui fait mes vidéos YouTube, mes projets, mes longs projets, mes documentaires, etc. C'est des trucs qui prennent parfois 1-2 mois de travail. Et j'en ai un autre avec qui je travaille plus sur mes publicités, où là, tu sais, j'ai des tunnels de vente plus payants avec des pubs qui tournent sur Facebook, YouTube et Instagram, qui ramènent après progressivement vers l'atelier introspection, vers la méthode explorateur. Donc j'ai 2 monteurs vidéo. Je travaille avec un gars qui gère aussi les audiences sur les publicités. Okay. Moi, c'est quelque chose que je sais pas bien faire, ça. Donc, il regarde, c'est lui qui gère mes budgets. En fait, il a un peu ma carte bleue. C'est lui qui est un peu mon bras droit et qui va me challenger aussi, parce que typiquement, lui, il a une incentive sur mon chiffre d'affaires donc, il est motivé à ce que je gagne plus d'argent. Et c'est lui qui vient me booster sur, OK, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et tout à l'heure, on parlait de l'argent, mais je sais pas te donner un peu ma conclusion, c'est que je me suis réconcilié avec le fait de gagner beaucoup d'argent parce que j'ai une bonne raison aujourd'hui d'en gagner. Alors que quand je voyageais, je voulais juste voyager, j'avais mon sac à dos, j'avais pas d'objet, je dépensais pas une thune, je me suis rien acheté depuis 4 ans, tu vois. J'ai dû changer mon jean une fois, il était pourri, j'ai dû changer ma chemise une fois ou deux parce qu'elle était pourrie. Mais c'est quoi ta bonne raison d'en gagner maintenant, je dis? Maintenant, j'ai envie de construire un village avec des gens qui me ressemblent, avec mes amis, et j'ai envie de me réancrer dans beaucoup plus de localités, j'ai envie de vivre dans la nature, j'ai envie d'élever mes enfants entourés de mes potes et de leurs enfants et qu'il puisse y avoir des choses qui se créent. Et j'ai pas envie de vivre dans un appartement où tu marches sur des gens et t'as des gens qui te marchent dessus et t'es dans un classeur humain et je ressens ce besoin de me reconnecter à un peu plus de verre et de localité, tu vois, de vivre dans un village, quoi. Tu sais où ça ou... Je suis en pleine réflexion, je suis en train de regarder les terrains, j'ai envie d'acheter un immense terrain et d'embarquer des gens dans l'aventure et de construire progressivement un lieu, tu vois, un peu éco-responsable, un peu voilà, là déjà en septembre, je vais construire une tiny house chez Kylian Talin, qui est un lieu qui s'appelle la Maison des Créateurs, dans lequel j'adore aller en Charente-Maritime. Plusieurs fois, j'ai fait des retraites là-bas pour aller me focus sur c'est là-bas où j'ai commencé mon livre, c'est là-bas où j'ai travaillé sur la méthode explorateur aussi. Et ça marche bien. Ouais, t'arrives vraiment, une fois que t'es là-bas, à te focus, etc. Ah ouais, j'adore. Tu ressens. Ouais. C'est trop bien. Aller là-bas, ils louent les chalets d'ailleurs, donc bientôt ma tiny house sera aussi à louer. Et de temps en temps, quand j'aurai besoin de me focus, j'irai m'enfermer dans ma tiny, tu vois, et au vert, et ce sera très très bien. Et j'adore ça me rend plus heureux généralement. Maintenant, je sens que j'ai besoin d'un camp de base. J'ai vécu comme un nomade pendant 4 ans et je ressens le besoin d'avoir un ancrage plus profond, une base sur laquelle je peux rentrer, documenter, me reposer et planifier les prochaines aventures. Ouais, c'est intéressant ça. Donc du coup, ouais, tu dois quand même avoir un camp de base plusieurs mois dans l'année. Maintenant, je cherche ça maintenant. C'est ma quête du moment là. Je subis un peu mon lifestyle de nomade en ce moment. Ça me plaît plus de devoir chercher sans arrêt des lieux parce que justement, je suis dans des phases plus longues qu'avant. C'est juste que c'est mon lifestyle qui a évolué, tu vois. Mais... Non, mais c'est intéressant cette citation. Je subis mon lifestyle de nomade. C'est vrai qu'on me voit de plus en plus de nomades digitaux qui partent, même avec le télétravail, etc. Mais les nouvelles générations, peut-être que au final, ça va peut-être revenir. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai zéro regret d'avoir fait ça. C'était incroyable de voyager pendant 4 ans. Après, j'étais en mode slow travel, tu vois. Je bougeais pas toutes les semaines. Je passais 1 à 2 mois par pays avant de bouger. Mais là, dès que je suis en France, par exemple, là, je suis à Paris. Chaque fois que je viens à Paris, il faut que je me loue un Airbnb pendant 1 mois, 2 mois. D'ailleurs, tu m'as aidé à trouver un appart là pendant 1 mois. C'est contraignant. J'aimerais bien avoir mon petit appart à Paris, mais personne ne va me louer parce que je suis un entrepreneur avec un business model un peu chaotique, très difficile à comprendre. T'aimerais avoir un appart à Paris que tu loues à l'année ou... J'aimerais bien, je pense à terme. Ouais. Mais pour ça, il faut que j'ai des sous, quoi, pour avoir un appart à Paris, voyager à côté et peut-être construire progressivement mon village. Et ton village, pourquoi tu veux pas le faire au même endroit justement que Kylian? J'ai mis un pied dedans là déjà, tu vois. Je commence à investir, construire une petite tiny house et on verra. Après, c'est son lieu, tu vois, c'est son petit paradis qui s'est construit. Il y a pas un terrain non plus gigantesque et c'est un tout petit village, c'est un tout petit lieu. Le dit. J'ai regardé les terrains à vendre à côté et tout ça, mais pour l'instant il y a pas. Mais je garde un œil. Mais d'ailleurs, le post LinkedIn qu'il avait fait quand il cherchait des investisseurs pour ce village, je crois que tu l'avais aidé à le faire. Ou... Ouais, on l'a écrit ensemble. C'était pendant que j'étais en train de protocoliser entre guillemets ma méthode sur
sur LinkedIn qui fonctionne à tous les coups et je lui dis viens on teste ma méthode sur ce post. Le post a fait 2 millions de vues quoi. Ah, c'est incroyable parce que moi du coup je sais pas si tu sais mais moi je développe une plateforme pour aider les gens à investir dans l'immobilier de la même manière et j'avais pour la petite anecdote fait une offre sur un village au nord du Portugal à 1h30 de Lisbonne avec 25 maisons en pierre de schiste à rénover etc. Et je voulais mettre des petites cabanes avec une petite rivière mais j'ai collecté un peu moins de 200 000 euros. Et il fallait combien pour acheter ça? C'était un peu plus d'1 million. Wow. Mais avec les travaux, il y avait après pareil, l'idée c'était de construire des petites cabanes. Mais ce qui m'a manqué c'est vraiment le marketing, trouver les investisseurs en fait, les fonds. Je me dis si j'avais fait un post à 2 millions peut-être il a bouclé 300 000 euros de levée de fonds en 48 heures et il a dû fermer aux investisseurs parce qu'il voulait lever que 300 000. Ah ouais. Pour rénover la grange. Donc en fait, pour mettre un peu de contexte, Kylian Tallin a un lieu qui s'appelle la Maison des Créateurs en Charente-Maritime, dans lequel il y a des chalets, il y a un étang, il y a un gîte, il y a sa maison où il habite avec sa femme et sa fille. Et il avait une grange de, je sais plus, 200 mètres carrés, quelque chose comme ça, 140 mètres, je sais plus exactement, à rénover. Et il avait des plans magnifiques pour la grange, mais c'était un budget de 200-300 000 euros. Il a proposé de faire une levée de fonds participative. Et donc, il avait déjà des propositions, etc. Il avait déjà une bonne partie du budget. Mais je dis, vas-y, viens, on en fait un post LinkedIn pour essayer de boucler le truc. Le truc est parti en cacahuète, quoi. Ouais, c'est fou. Mais parce que le projet est trop sexy et c'est génial. Moi, j'adore. Ouais, c'est trop cool. Enfin. Mais j'ai lu un article. Moi, je suis complètement fan aussi de ce projet. Mais j'ai lu un article récemment aux États-Unis américains, je crois, où quelqu'un disait qu'en gros avec le personal branding, il y a de plus en plus, pour faire justement le buzz, de plus en plus de gens qui créent leur profil, qui postent, etc. Même sur YouTube, sur les podcasts, etc. pour se créer en fait un genre de personnage. Et le mec disait en gros, à force de faire ça, ils peuvent en perdre leur propre identité, parce que justement ils se mettent un peu dans une caricature, on va dire, de leur propre personal branding. C'est un peu les côtés négatifs. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que t'en penses un peu? C'est un peu les aspects négatifs. Mais je pense que c'est similaire aux artistes, tu sais, qui font du stand-up ou du théâtre ou les acteurs. Tu rentres dans un personnage et puis parfois le personnage déteint un peu sur toi, parfois tu déteins un peu sur le personnage. Je pense que c'est un jeu subtil. Ça dépend comment tu vois ton personal branding. Si tu utilises ton personal branding comme pour le travail et que tu t'inventes une vie et un personnage, en effet. Faut rester complètement authentique. Soit tu sais que c'est pour faire du cash, tu vois, et tu l'assumes et let's go. Soit ça peut devenir aliénant. Mais de toute façon, les réseaux sociaux sont aliénants de base. Hein. Quand tu veux faire des vues, est-ce que tu es toujours authentique? Pas forcément. Parfois, tu racontes une histoire. Même moi, parfois, j'enjolive j'embellis la réalité parce que j'ai envie de raconter une belle histoire et j'ai envie que ce soit cohérent alors que parfois une histoire est chaotique et c'est compliqué à expliquer comme ça. Donc ça veut tout et rien dire d'être authentique, je pense. L'essentiel c'est d'être aligné avec son message. Moi je sais que par exemple j'ai une règle, c'est d'écrire du contenu que j'aimerais lire quoi. Et de faire des choses qui me ressemblent et d'essayer de pas tricher. Maintenant probablement que le fait de publier régulièrement, de documenter, etc. et le regard des gens m'a poussé parfois à aller faire du plus grand, du plus fou, et qu'en fait ça a fini par déteindre sur ma personnalité. Et c'est peut-être aussi comme ça que je suis devenu plus ambitieux. Donc ça joue forcément. Et justement l'ambition, c'est parce que est-ce que tu penses, enfin c'est bien de vouloir, parce que tu parlais dans ton livre aussi de minimalisme. Enfin ouais. C'est un peu différent, mais de comment tu jauges l'ego et l'ambition, comment tu la jauges, on va dire. Alors sur l'ego, par exemple, quand j'ai monté ma startup, je l'ai fait, j'avais mis mes projets au service de mon ego. J'avais envie de monter cette boîte pour le statut que ça m'accordait. J'avais besoin de lever le plus d'argent possible pour pouvoir dire j'ai levé tant, et pour avoir le plus d'employés possible, pour faire le plus de cash possible, etc. L'ego, moi je crois qu'il est toujours là. Ça n'existe pas les gens qui n'ont pas d'ego. Même un moine bouddhiste, il a de l'ego, si tu veux. Ouais, la grande question, c'est qu'est-ce que t'en fais, quoi. Ouais. À un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup d'ego, j'arrive pas à m'en détacher dans tous les cas. Donc, bon, est-ce que je peux pas me le transformer en une arme, quoi, en quelque chose qui va me pousser à aller faire des challenges complètement fous. Et est-ce que je peux pas mettre cet ego au service de mes projets? Je donne un exemple. Quand je suis allé plonger en apnée en Turquie, je suis arrivé devant Adnan, le gérant.
dans un petit village qui s'appelait Cache. Il y avait un centre de freediving. Je vais voir le gars, je lui dis j'aimerais faire du freediving. Il me dit c'est quoi ton objectif? Je lui dis j'aimerais plonger à 30 mètres en apnée. Et il me dit ah ouais, ok. Et moi j'avais aucune idée en fait. J'avais un pote qui avait fait ça, c'était mon référentiel. Il me dit je vais faire comme lui, vas-y, 30 mètres, let's go quoi. Il me dit tu restes combien de temps en Turquie? Je lui dis le temps qu'il faudra quoi. J'étais plus dans un délire de je vais le faire en 3 jours et je vais me buter si jamais. J'étais en mode non, je vais prendre 1 mois s'il le faut, mais j'ai trop d'ego pour baisser cet objectif, donc je vais aller à 30 mètres, mais je ferai tout ce qu'il faut pour y aller et voilà. Et le regard des autres et le fait de m'engager publiquement fait aussi que ça va me pousser à m'y tenir quoi. Et donc forcément, tu rentres dans un personnage où d'un coup tu te dis non, je vais jamais lâcher, etc. Alors que peut-être que s'il y avait pas le regard des autres, j'aurais pris plus de temps, tu vois. Donc c'est des mécanismes qui me motivent. Donc certains peuvent dire oui, alors du coup il fait du show-off sur les réseaux sociaux, tu vois. Tout est une question d'interprétation. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant comme réponse, je trouve. Donc là, t'as dit t'es à peu près à 40. T'as dit tout à l'heure que ta liste de challenge, tu l'as fait évoluer avec le temps. Il y en a des plus ou moins bien. Si tu devais en sélectionner que 3, en refaire que 3, est-ce que ça serait lesquels L'apnée, j'adore. Je suis tombé dedans. C'est un truc. J'ai commencé par de l'apnée statique. Après, j'ai fait de l'apnée en profondeur. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est l'immersion au froid. J'ai passé 10 minutes dans une eau à 2 degrés en montagne. Et après, régulièrement, je suis allé faire des bains froids, m'immerger de plus en plus longtemps. Et j'aimais beaucoup ça. Là, j'ai un projet peut-être qui va arriver en janvier. Je réfléchis à faire un challenge de nager 40 mètres sous glace, en apnée, en maillot de bain. En maillot de bain? Ouais. À la Wim Hof. Ouais, donc là ça va être assez hardcore et ça va combiner un peu deux challenges que j'avais beaucoup aimé et c'est ma manière de poursuivre sur cette dynamique parce qu'une de mes frustrations avec mes challenges c'est que parfois je m'arrête alors que j'adorais ce que je faisais quoi. Parce que je me mets un objectif, je le fais et puis après je passe à autre chose. Ouais. Et donc là c'est ma manière de continuer un peu ce délire sur l'apnée, j'aime beaucoup et comme j'ai beaucoup apprécié le délire du froid, combiner un peu tout ça et 40 mètres d'apnée sous glace. Donc j'ai déjà fait 75 mètres mais j'avais une combinaison et des palmes. Mais par contre, j'étais dans une piscine de 25, donc je faisais beaucoup d'allers-retours, ce qui m'a fait perdre du temps. Mais ça datait un petit peu. Donc je me dis, à peu près 2 fois moins, mais dans des conditions bien plus difficiles. Est-ce que je vais en être capable? Ce serait près de Chambéry, je pense, Ouais, en France, ok. Ouais, dans les montagnes. On va voir si je vais y arriver. Donc ça t'en fait à peu près 2 déjà, l'immersion au froid que j'ai beaucoup aimé, que je continue en fait, l'apnée que je continue. Box taille, j'ai envie de refaire un fight quoi. Ah, t'as envie de refaire un fight? Ouais, quand je suis sorti du ring, j'étais en mode, plus jamais je fais ça, ok. Je sortais d'1 mois de préparation dans le camp, à 5 heures par jour, à en chier, à fond. À la fin, je mangeais même plus de sucre, même plus de sel, laisse tomber, parce qu'il fallait que je perde du poids pour le combat. Je vais combattre à 71 kg 2. Là, je fais 77 kg. Donc, ouais. C'est le CrossFit. Ouais. Et tu vois, je me suis dit, jamais je sortirai de là. Et puis après, je suis retourné en Thaïlande l'année dernière. Et j'ai vu le camp et tout, j'étais en mode, j'ai qu'une envie, c'est de m'y remettre, là. Et moi, je fais un peu de Muay Thai, mais jamais faire un combat je fais juste les entraînements. Mais faire un combat dans le ring, je me dis, ça doit être des sensations, mais complètement, différentes. T'as pas le choix que d'être, focus dès que tu perds l'attention, tu te prends, c'est quoi, comment t'as fait justement pour, vaincre tes peurs? Ça a dû faire partie, peut-être, de tes plus grosses peurs. Tu les embrasses, t'as pas le choix. Mais je me chiais, j'avais peur. Tout le long, j'ai eu peur. Tout le long du camp, j'étais excité et effrayé à la fois. Après, quand tu montes sur le ring, j'étais c'est comme un dépucelage, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. Je sais pas si moi j'ai fait aussi une licence en parachutisme. J'avais fait des demi-journées de formation, on m'expliquait plein de gestes, jambes, machin, etc. Tu fais ton premier saut, ton cerveau se déconnecte, quoi. Le mec, il te fait des gestes, t'es là en mode, tu comprends rien à ce qui t'arrive. Premier fight de Muay Thai, c'est un peu pareil. Au début, tu rentres sur le ring, tu vois le gars, il a sa posture, il est calme, il a déjà fait 20 combats. Et toi, t'es là, tu sais pas quoi faire. Donc moi, au début, j'étais un peu je saurais pas dire, c'est un sentiment très bizarre de ton cerveau percute plus, quoi. Donc je me suis avancé vers lui, il m'a mis un énorme kick, un front kick dans les côtes. Ouais. Je suis tombé. Il m'a fait une côte d'entrée. Ah, d'entrée, ah ouais. Dans les 10 premières secondes. Et à ce moment-là, ça m'a réancré dans le ring et j'ai compris qu'il fallait que je me mette en mode survie. Sinon, j'allais mourir, quoi. Et là, en fait, j'ai réussi à reconnecter mon cerveau un petit peu et à entrer dans l'instant présent et de mettre dans le flow. Et ça en est suivi 5 rounds de combat acharné.
Et ça s'est terminé à la décision du jury. Et ça a été un combat très 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 chaud. Mais je pense que si je m'étais pas pris ce premier kick, ouais, je sais pas, s'il avait été plus méchant, ce premier kick, il aurait pu me mettre KO d'entrée, quoi. Du coup, ouais, j'ai fait les synchrones avec une côte en moins, et je l'ai sorti passer pendant quelques mois après. Ouais. Et ça met combien de temps à réparer une côte? Oh, je sais pas, ça a mis plusieurs mois avant que j'ai plus mal, ouais. Je sais pas, ouais, longtemps. Ouais, moi, je sais pas, depuis que j'ai vu le film $1 Million Baby, tu l'as peut-être vu, où Ouais, elle a ouais. le nez cassé dès le début, là, tu l'entends craquer. Mm. Mais ça serait un énorme challenge que j'aimerais me faire, mais c'est... Après, quand ça- t'es dans le ring, tu sens pas trop la douleur. Ah ouais? Ben, ouais, non, t'as tellement d'adrénaline, puis t'as la lana de moelle qui, une sorte d'huile qui te fait un sorte de chaud-froid sur le corps et qui est fait pour pas trop sentir la douleur. C'est le lendemain où t'es comme ça dans les escaliers. Et là, tu fais, ah ouais, putain, les low kicks, on les sent passer maintenant. Ah ouais, ouais. Mais, Mais d'ailleurs, j'ai vu Ouais. un message que t'as mis, je crois, sur ce camp Muay Thai qui allait faire faillite et finalement, bah, justement, avec cette nouvelle formule de camp d'entraînement, ça fonctionne bien maintenant, quoi. C'est assez touchant, c'est pas mal. ouais, c'est hyper touchant, cette histoire. Quand on est arrivé avec Ivan, qui était mon pote que j'ai embarqué dans cette aventure, le camp, il a été sur le bord de la faillite. Et ouais, les gérants ont fait un sacrifice parce qu'ils devaient fermer. Ils sont restés ouverts pour nous accueillir. Il y avait que nous, hein, et parfois quelques touristes qui passaient. Et pendant un mois. Et après, ben, quand je suis parti, on a designé. Je lui ai dit donc à Jojo, le gars qui gère le camp, je lui ai dit bah, arrête de vendre des sessions d'entraînement à des touristes qui vont faire la full moon party là à Kopangan ou alors à des tailles qui n'ont pas forcément d'argent. Et va cibler plutôt ceux qui ont envie de vivre des aventures et qui ont envie de se dépasser et des gens qui se font chier dans leur job, quoi. Enfin, en tout cas, qui ont envie de vivre quelque chose d'original. Donc, on a mis en place un programme qui s'appelle Zero to Hero. T'es à zéro, tu vas faire un combat, t'as 30 jours pour te préparer. Et ça fait peur et c'est dur, mais nous on l'a fait et la preuve c'est que on n'est pas mort. Et j'ai fait un combat contre un Thaï qui avait pas mal d'expérience dans l'un des plus grands stadiums du sud de la Thaïlande, donc il nous a préparé pour ça, quoi. Donc c'est possible, même si on est des gars ordinaires, tu vois. Moi, j'ai rien de spécial, je suis pas un athlète, je suis pas un Mike Horn, donc c'est carrément possible. Et après on a mis l'offre dans la description de la vidéo YouTube. La vidéo YouTube qui a une note à 500 ou 600 000 vues, je sais pas, aujourd'hui. Et donc c'est parti viral. Et les demandes ont commencé à pleuvoir. Et maintenant, le camp cartonne, quoi. Il y a 20 ou 30 personnes qui font le camp qu'on a fait avec Ivan. Et non, ils sont 20 ou 30 en parallèle tous les jours. Ah, trop bien. Et ils font des fights sans arrêt. Et ils sont là pour se soutenir. C'est incroyable. Ils ont doublé la taille du camp. Ils ont construit des cabanes. Il y a 6 chambres, plus plusieurs bungalows, etc. pour accueillir les gens. C'est ouf, c'est trop cool, quoi. Trop bien. Et c'est là où tu vois que le virtuel peut venir au service du réel et moi ça m'a conforté dans cette idée de prendre le temps de faire des choses qualitatives et de raconter des belles histoires et d'aller me pousser dans des retranchements, ouais, de faire des challenges de plus en plus ambitieux parce que c'est là où je m'épanouis aujourd'hui. Ouais, parce que justement, ce que t'aimes le plus, là, t'es un peu écrivain avec ton livre et explorateur. Tu t'aimes bien associer les deux ou c'est ce que t'aimes par-dessus tout, c'est écrire ou c'est plutôt partir à l'aventure? Bah, le problème, c'est, moi, j'ai toujours des problèmes identitaires, quoi. J'aime pas trop les cases, j'aime pas trop tu me dis, qu'est-ce que je fais? Bah, est-ce que je suis youtubeur? Est-ce que je suis écrivain? Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je suis formateur? Folie. J'en sais rien. Moi, quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je réponds, je relève 100 challenges à travers le monde, tu vois. C'est ça que je fais. Et après, autour, il y a tout un écosystème qui se crée. Mais fondamentalement, ce que je fais, moi, c'est que je relève des challenges, quoi. Et c'est quoi, justement? Est-ce que t'as un grand rêve vraiment qui te ferait kiffer par-dessus tout? T'as parlé tout à l'heure de construire un village, ouais, mais, construire un village. Si un deuxième grand rêve qui te vient en tête. Et ben, C'est déjà bien, hein, construire un construire village. une famille. Construire une Faire famille. un héritage. Je pense que c'est les rêves qui m'animent aujourd'hui. Je pense que c'est les plus grands des challenges, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça. Ou reprendre un village, tu vois, rénover des vieilles bâtisses, ça sera, tu vois, mes yeux, ils ont fait fou quand t'as parlé des 20 bâtisses, là, Ah ouais, Portugal. Bah, si tu viens à Lisbonne, c'est pas très loin, on pourra je te montrerai. Ouais, carrément, bah, c'est le genre de truc qui me fait tilt aujourd'hui, et ouais, c'est de trouver un équilibre, entre cette vie un peu d'aventurier, et pouvoir avoir plus de temps, plus d'espace. C'est aussi pour ça que je suis content d'avoir aussi d'avoir aujourd'hui un business qui est assez résilient et qui tourne, même si je mets pas, tu vois, je peux arrêter pendant un mois et puis ça va continuer de générer un peu d'argent. Et ça c'est bien, ça me permet de me dire, ah bah tiens, maintenant j'ai l'impression d'être plus prêt à accueillir peut-être un enfant plus tard, ou en tout cas à construire d'autres choses.
Et peut-être vivre un peu moins pour moi, un peu plus pour les autres aussi. Parce que c'était une quête très personnelle, c'est Ouais. c'est assumé, hein. J'ai jamais dit que j'allais sauver le monde ou voilà. Après, faut s'aider soi-même avant d'aider les autres. Ouais, C'est la théorie de dans l'avion, un avion qui s'écrase. ouais. Tu mets le masque d'oxygène dans un avion en dépressurisation à toi d'abord avant de le mettre aux enfants parce que si tu passes dans les pommes, bah eux, ils pourront pas se le mettre. Donc, On arrive bientôt à la fin. Juste 3 petites questions que tu peux répondre en 1 minute chacune pour finir. Il me semble que tu avais fait une pause d'alcool, si je me trompe pas. Si plus qu'une pause, ouais, j'ai arrêté. t'as arrêté complètement, bah voilà, Ouais. c'était ça, mais j'étais pas sûr. Juste deux bienfaits qui t'ont que vraiment impactants depuis que t'as arrêté Bah, l'alcool. écoute, ça va faire un an là. J'ai plus du tout envie de reprendre. Je m'étais dit peut-être je ferais le bilan au bout d'un an. Voilà, maintenant je pense que pareil, ça devient identitaire le fait de pas boire d'alcool. En termes de bienfaits, ben, écoute, j'imagine que j'ai plus d'énergie. En tout cas, j'ai plus de gueule de bois. Je sais pas si ça a vraiment drastiquement changé ma vie. En tout cas, ça a changé mes relations. Ah ouais, changer, ok. Ouais, ça a changé beaucoup les gens que je côtoie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens que je côtoyais juste parce que l'alcool et que nos relations étaient basées là-dessus. Et quand j'ai arrêté de boire, eh ben, on avait beaucoup moins de choses à se raconter, à se dire. Et du coup, ça a un peu twisté mon entourage. C'est intéressant, ok. Parce que enfin, l'impact premier que ça a eu dans ma vie, ça a été ça. Ok. Et après, bon, j'imagine que je dors mieux. Ouais, Je sais il y en a pas plein, trop. ouais. En vrai, je sais pas trop. Sinon, t'avais dit dans ton livre aussi que t'as lu un moment plein de livres, je crois, 100 livres, et t'as dû même en lire plus. Est-ce qu'il y a un livre vraiment que tu recommandes qui t'a impacté? Ouais, bah, à un moment donné, j'étais à fond dans le développement personnel, puis après, j'étais un peu repu de cette industrie. En ce moment, je suis à fond dans les biographies. Je kiffe ça. Je viens de me finir un livre de 500 ou 600 pages sur Marie-Antoinette. Mais si je devais en recommander qu'une seule, ce serait celle de Magellan, écrit par Stefan Zweig, qui est incroyable. Elle est pas très longue, elle dure, je crois, elle doit faire 200 pages, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une ode à l'aventure et à la résilience et ouais, Magellan. Il meurt aux Philippines, non? C'est ça, au fond? Tu spoil la fin là. Ah mince, désolé. Non mais c'est, ouais, bah, mon contrat. Ça, c'est la fin de l'épisode. Oui, beaucoup de gens pensent que Magellan a été le premier homme à faire le tour du monde, mais c'est faux. Ça a été l'expédition de Magellan qui a été la première à boucler le tour de la Terre. Magellan est mort en cours de route. Et autre chose que les gens ne savent pas, mais ce ne sont pas ceux qui sont partis de Séville qui ont bouclé et qui y sont revenus, qui ont bouclé la première. C'était Séville, je crois. Oui, c'était Séville. Je dis peut-être des bêtises, mais qui ont bouclé la première traversée. Mais ça a été l'esclave de Magellan qui l'avait déjà ramené des îles aux épices et qui, vu qu'ils ont emprunté une autre route pour y retourner. Et donc lui, quand il est retourné sur ces îles, a été le premier homme à boucler un tour du monde. Ça, c'est incroyable. Je pense que l'histoire passe sous silence. Ça a été l'esclave de Magellan qui a, pour la première fois, fait une révolution complète. C'est fou, ouais. C'est fou. Non, mais ce livre est incroyable. Enfin, Bah, je l'avais lu. D'ailleurs, je crois que mais je l'avais lu aussi et j'avais adoré, mais il y a longtemps. Ouais. Je recommande à tout le monde de lire des biographies maintenant. En fait, je trouve ça vachement plus inspirant que juste des livres de dev perso. Ah bah oui, clairement, ouais, je suis complètement d'accord. Bah des fois les livres par les coachs, c'est des gens qui n'ont pas forcément. Donc là, on enchaîne sur ma dernière question justement, qui était bah là j'ai coupé, mais pourquoi c'est que ça veut dire quoi pour toi vivre de manière intentionnelle? C'est une bonne question ça. Je pense que c'est choisir sa vie et ne pas la subir. Ouais, pas besoin de faire compliqué des fois. J'étais trop prolixe dans toutes mes réponses. Cette fois, je vais être concis. Bah non, mais c'est parfait. De toute façon, c'était le mot de la fin. Et si je sais pas, du coup, il y a un autre message pour les gens qui nous écoutent, que ce soit des entrepreneurs, des aventuriers. Moi, mon podcast, pour te dire, du coup, c'est un peu pareil, un moyen d'exploration. Toi, tu relèves 100 challenges. Moi, du coup, j'essaye de rencontrer des gens inspirants. Bon, j'essaye aussi de passer à la pratique, mais du coup, les gens qui nous écoutent, c'est surtout des gens qui veulent entreprendre leur vie, partir à l'aventure, réaliser leurs rêves. Est-ce qu'il y a un message à transmettre? Déjà, s'ils écoutent ton podcast, c'est qu'ils sont sur la bonne voie. Là. C'est que il y a la curiosité qui est là. Maintenant, c'est plus passer à l'action. Et écoute, moi, je sais pas. Le seul truc que j'ai tout compris, qui était vrai chez moi, en tout cas, c'est que personne allait me sauver. Ou, enfin, tu vois, si je voulais faire un truc, ça fallait que tu vois, ça dépendait que de moi, quoi. Donc, juste, yallah, comme on dit. Let's go. Yallah, ouais. C'est un demain, on appelle un autre. Et s'il y a un rêve que vous avez mis au placard depuis trop longtemps, peut-être qu'il est temps de le reconsidérer. Il y aura jamais de bon moment pour y aller, quoi. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et vous trouverez toujours des bonnes excuses pour pas faire ce truc qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Donc,
s'il y a une flamme là qui brûle en vous quelque part et qui vous pousse à faire quelque chose, allez-y et achetez mon livre. On mettra le lien dans la description. Oui, carrément. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est quoi la prochaine aventure? Là, après le livre, prépa physique là pour l'Aerox, construction de la tiny house en septembre. Et puis peut-être 40 mètres d'apnée sous glace en maillot de bain, ce sera un bon délire ça. Je l'annonce, semi-annonce parce que c'est pas encore entièrement validé, mais ça serait un bon truc à faire, ouais. Ah, carrément, ça va être top ça. J'avais une personne d'ailleurs, on pourra mettre le lien, qui avait fait une session Wim Hof, avec le fondateur Wim Hof, et où ils sont partis en randonnée, en slip de bain, montagne, nu-pieds dans la neige. Bon délire ça. Ça avait l'air très très sympa. Top, merci beaucoup. Merci Adrien. Et à bientôt. Salut. Ciao. Très rapidement, merci beaucoup pour votre engouement. N'hésitez pas à vous abonner. D'après les statistiques sur YouTube Analytics, vous êtes nombreux à regarder les épisodes sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet d'inviter encore plus de monde, de grossir le show. Aventurier de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves. À très bientôt, un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.